Salut à tous, épisode 6 avec les Suns. Il manquait celui-là encore pour que la trilogie soit complète. Donc on est après une saison 2021-2022 couronnée par une demi-finale de conf en playoff, mais relativement inexistant face aux Pelicans de Zion Williamson, de Brandon Ingram et de Lonzo Ball notamment. Je vais vous proposer ici l'été plus une petite moitié de saison régulière 2022-2023. On arrive au moment où Chris Paul, même à 37 ans, doit être re-signé pour moi. Il arrive, vous savez, à la fin de ce fameux énorme contrat. Là, je suis juste avant le passage à l'intersaison, hein, c'est pour ça que vous voyez 44-21. On est donc à la fin de ce gigantesque contrat qui avait été décrié, qui a été moqué, et puis au final, qui s'est avéré ne pas être si mauvais que cela. On va voir à combien on peut le re-signer. Jalen Suggs, on en parle, hein, on sait que c'est quelqu'un qui devrait peut-être compter à l'avenir en NBA. Après, à voir de quelle manière est-ce qu'il peut se développer là, dans cette partie. Donc, je regardais ça avec impatience. Il va lui rester 3 ans à un très bon tarif, puisqu'on est sur du contrat rookie. On avait fait quand même une bonne affaire de le prendre en 17e choix l'année précédente. Ensuite, au poste d'arrière, Devin Booker est un des deux principaux joueurs. Hein, en tout cas, pour moi, c'est le franchise player de l'équipe. Après, on parlait de DeAndre Ayton juste après. Il lui restera 2 années de contrat, ce qui veut dire que je vais pouvoir le prolonger dans pas très longtemps pour verrouiller tout ça, parce que je pense qu'on peut envisager une partie avec les Suns et un Devin Booker qui reste quasiment ad vitam dans cette franchise. Concernant celui que j'avais ajouté à l'été précédent, J.J. Redick, il y avait une option dessus, mais en fait il va prendre sa retraite. Hein. Il va prendre sa retraite, donc regardez, ici, mon agent me l'avait dit, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Cette saison sera ma dernière. Donc, il va falloir se réinventer et réfléchir à ce qu'on fait par rapport à la disparition de l'effectif de J.J. Redick. Ça tombe bien, justement, on parle du banc. J'ai comme ça Cam Reddish, qui est un vrai apport. Et je pense réagir en augmentant son temps de jeu. Il peut jouer 2 et 3, hein, Cam Reddish. C'est un joueur extrêmement intéressant. Évidemment, dans le marasme des Hawks, dans le marasme actuel, il est difficile d'évaluer à sa juste valeur Cam Reddish. Néanmoins, on voit des signes par rapport à l'année précédente. Hein, donc, IRL, le joueur est intéressant et dans la partie là, à été 2022, il est pour moi primordial. Un qui est en dessous, par contre, de ce qu'on connaît de lui actuellement en NBA, c'est Mikal Bridges. À 78, il est sous-évalué, c'est normal, hein, c'était les notes de début de partie qui ont conditionné ça. Il va falloir le re-signer, il arrive à la fin de son contrat rookie. Je vais bien sûr lui proposer un contrat. Jay Crowder, on sait que Miami manque beaucoup de Jay Crowder cette année, hein, et pour cause les Suns l'ont, et je crois que ça leur fait beaucoup de bien. Donc ce joueur, il lui restera 1 année là, dans la partie à ce moment-là, donc aucune question sur cette année, bien sûr, on la prend. Jalen Smith est peut-être le joueur qu'on voit émerger si on compare les Suns de cette partie avec les Suns IRL, où Jalen Smith n'a qu'un rôle assez réduit, hein, puisque vous avez vu Kaminsky, par exemple, jouer à l'intérieur, mais pas Jalen Smith, en tout cas pas beaucoup, hors garbage time ou de ce genre de choses. Je compte beaucoup sur Jalen Smith, il lui reste du temps. Cam Johnson, il lui reste aussi 1 année. Lui avait été pris en 11e choix en 2019. Moi, j'en ai fait un titulaire l'année précédente. C'est une question. Est-ce qu'il va falloir rester comme ça ou remettre Jay Crowder dans le 5 ? Donc ça, je vais tâtonner. On va voir un petit peu ce qui se passe. Après, l'autre joueur majeur, et alors pour ce qui est du jeu, il est le meilleur joueur au niveau de l'overall dans cette équipe, c'est DeAndre Ayton, avec nécessité de re-signer là, à l'été 2022. Il va falloir lui balancer un énorme contrat. Il s'est formidablement développé. En fait, le DeAndre Ayton qu'on a dans cette partie, c'est le DeAndre Ayton dont pourraient rêver tous les fans des Suns. Hein.
pour ce qui est de son développement. Quand vous avez un joueur comme ça à 90 qui coche toutes les cases de l'intérieur, ben, on a envie de continuité, on a envie de le prolonger. Vous voyez, il y a une flexibilité pour l'été qui arrive, qui n'est qu'apparente, puisqu'on voit 68 millions de marge sous le plafond, mais en fait, dès qu'on aura signé DeAndre Ayton et on aura prolongé Chris Paul et on aura filé un contrat à Mikal Bridges, bah, tout sera consommé. Et donc, la flexibilité n'est vraiment qu'un leurre. En la circonstance, allez, on passe donc à l'été. On va essayer de se donner les moyens de faire mieux que se faire plier par les Pelicans, comme ça a été le cas précédemment. J.J. Redick prend la retraite, nous l'avons dit juste avant, c'était annoncé, donc pas de surprise. Quelques noms également comme Carmelo aussi qui se retire. Mike D'Antoni se retire également de la NBA. On intronise Melo au Hall of Fame, c'est tout à fait légitime. Les réunions de ligue n'aboutissent en général pas sur grand-chose à part des propositions loufoques, surtout depuis qu'on ne peut pas rajouter le play-in. Au niveau de mon staff, zéro changement et des options qui n'ont pas non plus de... Enfin, il n'y a pas de suspense évident sur les options, parce que sur les contrats rookies déjà en place, bah, j'active les options, bien sûr. En revanche, sur les options pour des joueurs qui sont plus de compléments dans cette équipe, là, je n'ai aucune raison d'activer les options puisque j'ai la certitude de pouvoir, si je souhaite les garder, les re-signer moins cher ou à prix en tout cas relativement minimum. Voilà. Par contre, les qualifying offers, on en veut bien sûr puisque on va devoir prolonger les de Lascar, Ayton et Bridges. D'ailleurs, on va s'y mettre tout de suite, relativement vers le début de la free agency. On va aller sur DeAndre Ayton, sur Bridges, sur Chris Paul. Alors, pour Ayton, j'étais prêt à lâcher un contrat totalement max s'il l'avait souhaité. Après, on peut un tout petit peu négocier comme je le fais là. On va lui proposer comme ça 32 évolutifs qui termine à 42 sur la 5e année, qui est en option joueur. Donc voilà le type de contrat assez classique pour ce type de joueur-là. Chris Paul a un attendu qui est un petit peu exorbitant, donc on va essayer de le faire baisser lui, parce que tout de même on pense qu'il régressera. On va voir si on en a confirmation ou pas quelques minutes plus tard dans les progressions de joueurs, mais on sent plutôt Chris Paul régresser à 37 ans, on me dirait c'est normal. Donc je vais lui proposer un contrat en 1+1 avec une option équipe cette fois-ci, et Bridges également doit être prolongé. Alors là, du coup, forcément, comme Mikal Bridges n'est pas le Mikal Bridges que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il est moins fort en fait là, hein. Il est moins fort, il a moins d'impact, forcément on paye moins cher. Je pense pas que ça se jouerait à 11 millions pour Mikal Bridges. Si la renégociation a été aujourd'hui, on serait plus aux alentours de 15 ou 18, voire même 20, vu les perfs du gars. Je rappelle, les Suns vraiment top 4 à l'ouest, et de belle manière. Donc à partir de... Et Bridges n'y est vraiment pas pour rien, il se coltine en défense souvent le meilleur extérieur, meilleur ailier ou le meilleur arrière, enfin il fait du gros boulot. Après, pour revenir à la partie, Paul Millsap m'a intéressé. Je me dis que finalement un petit retour, vous vous souvenez qu'Aaron Baines avait été à un moment donné aux Suns il y a pas si longtemps que ça. Aaron Baines, on le reprend. Mais là, je meuble en fait. Hein. Je meuble mon banc pour avoir quelques vétérans à un signe. C'est vraiment ça mon objectif. Pour ça aussi, je vais chercher Bjelica pour là mentorer un petit peu mes stretch four là. On sait qu'on en a au moins 2 des candidats à être mentorés par ce joueur-là. Nico Batum, c'est plus le cœur. Parce que je me dis qu'en fait, lui, il a déjà eu sa bague en plus. Il a déjà eu sa bague, et surtout, il n'a pas d'insigne, ce qui est quand même assez loufoque, quoi, disons-le. Nico Batum, il a vachement d'expérience, il a des trucs à transmettre. Il avait été champion NBA ici en 2021 avec les Clippers, bien sûr, dans cette partie, mais voilà, j'avais envie de le prendre. Et puis, je complète avec E'Twaun Moore et à l'image ici, par contre, Corey Joseph. Donc là, c'est de la continuité par rapport au type que j'avais et qui finalement m'ont pas déçu. En même temps, ils ont un rôle qui est excessivement mineur
Voilà. Donc, ensuite, on a bouclé notre petit marché. On va s'apercevoir que Chris Paul perd 3 points, que Suggs en prend 3. Quelque part, pourquoi pas. On n'est pas si malheureux d'avoir un Suggs à 77. Booker a un peu payé physiquement une blessure, mais je m'inquiète pas pour la suite. Il reste excellent. Le petit Jalen Smith, vous voyez, c'est vraiment le différentiel avec Mikal Bridges. C'est les deux gros différentiels par rapport à ce que nous connaissons des Suns. Voilà, il est vraiment formidable à 80 avec encore de la marge. Donc Jalen Smith vraiment très très intéressant. Moi je l'utilise en pivot backup, mais pourrait le faire stretch 4 également, hein. Il n'y aurait pas de drame. Petit Cam Johnson qui prend +1, moi je l'attendais, je l'espérais, ça. Le polygone à gauche n'est pas exceptionnel, hein. Mais c'est pas grave. Dans l'utilisation qui est la sienne, je le trouve intéressant. Et puis après je vous parlais d'Ayton. Alors Ayton il est carrément monté à 92, donc c'est assez sensationnel. À 24 ans le mec est déjà à 92, c'est un polygone presque parfait comme je vous le mets à gauche. Énorme rebondeur, dissuadeur, scoreur, bref, force phénoménale de cette équipe que DeAndre Ayton. Nous avons 2 camps disponibles, on va en profiter justement pour bosser l'attaque intérieure pour DeAndre Ayton, tant qu'à faire, autant que ça devienne une machine également à l'intérieur pour broyer un petit peu du défenseur adverse. Et puisque Booker avait souffert d'une blessure, on va essayer de lui redonner quelques qualités athlétiques, histoire d'essayer de le refaire passer à 89 d'overall. Voilà. Donc c'était ça, mes deux camps d'entraînement étaient consacrés à mes 2 meilleurs joueurs. On passe à la saison suivante et on met en place le roster, on met en place aussi la rotation avancée. En tout premier lieu, vous voyez, donc je vais faire une rotation cette fois-ci à 9. C'est ça le principal changement avec la retraite de JJ Redick. C'est une rotation à 9 joueurs avec, du coup, forcément plus de minutes pour l'ami, pour l'ami Reddish, bien sûr. On essaie d'équilibrer comme ça un petit peu les temps. Il va avoir du bon temps de jeu. J'équilibre avec Crowder également qui a 27 minutes, il n'en avait pas autant auparavant. Voilà, on va avoir finalement des minutes un petit peu plus importantes pour quelques joueurs en sortie de banc qui me semblent le mériter et qui à mon sens ne devraient pas faire chuter nos performances. Je le pense. On remet les priorités parce que j'ai été obligé de re-signer quelques joueurs, du coup ça les enlève des priorités en attaque. Ça c'est des petits détails. On va jeter un œil traditionnellement après du côté de l'entraînement pour vérifier que notre entraînement est on va dire cohérent. Alors j'étais en défense. Je crois que cette fois-ci je vais passer en équilibré. Ça fait 2 ans qu'on fait bosser cette équipe sur la défense. Elle a performé, elle devient meilleure. On va passer en équilibré, parce qu'il faudrait quand même pas qu'à terme on fasse chuter notre niveau d'attaque, parce qu'on a besoin de pas mal d'attaques, on a besoin aussi d'efficacité à 3 points, on a besoin de tout ce que vous voulez. Il ne s'agit pas non plus de trop forcer sur l'aspect défensif, puisqu'il est déjà en fait top 5 de la ligue, ou en tout cas top 8 de mémoire à ce stade-là. Donc entraînement collectif, équilibré pour le moment. Et pour ce qui est de l'entraînement individuel, l'essentiel avait déjà été fait avec des entraînements en polyvalence pour nos joueurs à développer ou à finir de peaufiner. Hein. Le petit Suggs, je vérifie juste que son intensité est correcte, pas qu'il se blesse. Non, ça va. On n'est pas en charge globale trop importante pour les 9 joueurs qui vont jouer le plus. Donc on peut se lancer. Vous voyez, c'est amusant, 49% d'entente équipe. J'y reviendrai. Ensuite, le mentorat. Je vous avais dit que je recrutais quelques vétérans à un signe. Parce que j'avais en tête un petit peu de faire passer des caps à certains. Alors, Ayton, il n'y a plus besoin de rien. Hein. Donc, c'est vraiment pour la forme. Reddish va être un peu mentoré par le shooter professionnel E'Twaun Moore. Et il va de soi que Paul ne peut que avoir une influence très très positive. On a juste l'embarras du choix parce que le mec il a encore 10 insignes or. On a juste l'embarras du choix pour attribuer des petites
insignes qu'il se chargera de transmettre à Jalen Suggs. Voilà. Ensuite, Aaron Baines, je ne l'ai pas non plus pris pour le regarder comme ça, rien faire. Il va évidemment transmettre certains de ses petits savoir-faire à Jalen Smith. Donc on a comme ça un peu réparti nos mentors. Et je trouve que c'est très acceptable de faire les choses comme ça. Bref, on s'y met. On démarre avec la réception d'une équipe avec laquelle il faut toujours faire gaffe. C'est les Clippers. Alors je vous parlais juste avant de l'entente équipe qui était pas phénoménale, elle est à 50% ou quelque chose du style là avant ce match. Il faut savoir qu'on avait très mal terminé les playoffs. J'ai pas fait de transfert. Hein. Vous êtes témoin. Hein. J'ai pas fait de transfert et pourtant j'ai une entente très basse en sortie d'une saison qui certes c'était mal terminé en playoff mais qui quand même avait été bonne. Donc attention à cette entente, faut la bosser et donc surveiller en tout cas de ne pas tomber trop bas, sans cela ça pourrait nous valoir quelques contre-performances. Nous jouons donc des Clippers qui, c'est amusant, voilà, ça fait mal ça. C'est dunk in your face sur Zubac, voilà, par DeAndre Ayton. Beverly est toujours là, l'ami Kawhi évidemment continue à être le franchise player. On pourra noter une très sale régression de Chris Paul à ce moment-là de la partie. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour l'intérêt. Ils ont promu Oturu au poste 4 titulaire. Et de la même manière, ça c'est joli, Kawhi. Ils ont promu Zubac aussi titulaire, mais ça vous l'avez vu dès l'entre-deux. Donc, je suis un peu surpris. Vous voyez comme Ayton règne sur la raquette. Il a aucun problème. Il prend des rebonds offensifs en quantité, ce qui nous fournit des deuxièmes chances. Et honnêtement, ce Ayton-là, c'est l'arme de destruction par excellence. On reconstruit. On essaie de trouver des solutions. Vous voyez encore un qui, bam, reprend du rebond offensif. Bref, c'est pas très drôle ce match. C'est pas très drôle dans un sens. C'est qu'en fait c'est une vraie boucherie. Voilà, c'est une vraie boucherie. On est en face de Clippers qui ne mettent pas grand chose dedans. Et surtout, on a une très bonne défense. Et là où on a pêché en revanche, c'est sur l'adresse externe où j'ai été calamiteux. Donc je crois que je vais finir par me résoudre. Anthony en parlait en commentaire l'autre jour. Je vais monter l'adresse de l'IA et l'adresse du joueur humain parce qu'il y en a désespérément marre. Il y en a vraiment marre d'avoir ces taux de réussite là parce que c'est plus du basket. C'est plus de la NBA. Quand on fait... bon là c'était vraiment le trait... Non, je veux pas de ton trade, mes cocos là. Je ne veux pas me départir de Jay Crowder, bien évidemment. On va donc avancer. On va un petit peu même simuler. Tiens, on s'est fait taper par les Nuggets en deuxième match. Et on retrouve, les Pelicans pour une simulation victorieuse, ainsi que contre les Kings, ainsi que contre les Spurs. Ça démarre donc à 4 victoires et 1 défaite. Je vais avancer pas mal sur ce mode-là. Moi, je simcast en vérité. Et une fois que je simcast, donc je vous montre pas le simcast à chaque fois parce que honnêtement, je crois pas que ça ait un grand intérêt. Je fais pas mal de montage, ça vous le savez déjà en fait, si vous regardez mes vidéos. Je fais pas mal de montage parce que j'essaie de condenser les choses. Pour pas... Tiens, on s'est fait taper par le Thunder, comme c'est étonnant. Cette équipe du Thunder qui est quand même très très forte dans la partie. Je préfère condenser les choses parce que moi, je peux pas me permettre de faire du live et pour cause, je n'ai pas la fibre. Tiens, DeAndre Ayton qui se pète pour 4 à 6 semaines, c'est une sale nouvelle. Ouais, du coup, sans fibre, j'ai tant de plots qui sont immenses. C'est pour ça que quand je sors un épisode d'une heure, c'est vraiment exceptionnel. Sinon, il vaut mieux que les choses soient condensées, qu'on soit pas sur des longueurs astronomiques. Du coup, on tente Smith en pivot titulaire. Et évidemment, on fait entrer Baines en backup de Smith. On va voir un petit peu quel impact ça peut avoir sur l'équipe. Donc, à mémoriser, 6 et 4 avec Ayton, 6 victoires, 4 défaites avec DeAndre Ayton.
On verra un petit peu quel est le bilan lorsque ce dernier reviendra. On continue. Parce que Jalen Smith est pas mal, mais c'est pas du tout la même trempe que DeAndre Ayton. C'est une évidence, mais faut le dire, quoi. Faut le dire. Donc, à partir de là, 8 et 4, est-ce que ça va être durable? Est-ce qu'on va pas à un moment donné payer un petit peu l'addition? 8 et 5 avec cette défaite contre Boston. On retrouve les Pelicans pour une défaite cette fois-ci. Donc on est à 1 et 1 dans la série avec les Pelicans en saison régulière là. Maintenant, les Mavs vont mieux, je vous rassure, par rapport à l'année précédente. Mais on les a tout de même battus, de même que les Grizzlies, qui sont une très bonne équipe là de l'Ouest. On regardera les classements tout à l'heure, mais Grizzlies font une belle saison. Une équipe dangereuse. Il faut dire qu'avec la croissance, le développement de Jaren Jackson et de Ja Morant, évidemment, ça peut être que dangereux. Pistons, en revanche, ne sont pas mauvais à l'Est, mais tout de même, fatalement, tu peux pas passer en 2 saisons ou 3 saisons du marasme que nous connaissons à une situation de domination de la Ligue. Donc, Pistons, on va dire que le projet est en cours. Vous voyez, ça va pas très bien quand même sans DeAndre Ayton. Hein. On est à 11 et 10 à présent. Ça fait quoi? 3 semaines qu'il s'est blessé. Ça fait 3 semaines qu'il s'est blessé. Et au final, en 3 semaines, on a fait 6 et 6. 6 victoires, 6 défaites. C'est pas phénoménal. Après, ça ne sont que 22 matchs sur 82. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'affoler. On regardera les temps de jeu pour s'apercevoir. Bon, Ayton va revenir dans pas longtemps. Donc, allez, il suffit de serrer un petit peu les coudes et on devrait s'en sortir. Mais blague à part, Booker est pas mal. Paul fait une bonne saison. Il n'y a rien à redire. Ayton nous manque beaucoup, cela va de soi. Avec 16 rebonds, tu m'étonnes. 16 rebonds. Il suffit de regarder ce que propose Jalen Smith en termes de nombre de rebonds de moyenne. Alors certes, vous allez me dire, ouais, il a la moitié des matchs, il les a joués avec un temps de jeu assez réduit. Ok, mais c'est 13 et 7. Jalen Smith, on va dire 50% du temps où il était titulaire, l'autre où il était backup. Donc c'est pas le même apport. Après, c'est un bon apport, hein, mais c'est pas la même chose. Reddish a une belle contribution. Je suis plutôt satisfait de lui. Booker, son petit plus-minus négatif à ce stade-là, il s'explique facilement. C'est qu'en fait, Booker, il y a 2 moments dans le match, il y a 12 minutes du match où dans ma rotation avancée, il est aligné avec une majorité de joueurs qui sortent du banc. Donc, Devin Booker, c'est normal, vous prenez votre franchise player, vous avez plutôt tendance à l'associer à des joueurs un peu plus faibles pour maintenir par contre 4 joueurs sur 5, sinon à d'autres moments, quand Booker se repose, 4 joueurs sur 5 du 5 majeur, vous voyez ce que je veux dire, sur le terrain pour essayer de pas trop faire baisser la production globale de l'équipe, quoi. Donc 13 et 12, ça se complique. On se rapproche des 50% dont on ne veut absolument pas. Et ouf, retour de DeAndre Ayton. Alors, ça aurait donc été un bilan négatif en l'absence d'Ayton. Mais je trouve ça intéressant parce que, au final, c'est toujours bien de savoir quelle est notre dépendance par rapport à un joueur majeur. Certaines fois, dans certaines équipes, nous avons des parties sur NBA 2K où même l'absence d'un joueur important n'entrave pas les performances de l'équipe. En l'occurrence, ici, on a quand même fait 6 victoires pour 7 défaites. Que dis-je même 7 victoires pour 8 défaites, en l'absence d'Ayton. Donc, on vient confirmer quoi? Un truc qu'on sait tous dans la réalité, tous ceux qui s'intéressent à la NBA, c'est que si aux Suns, là, IRL, tu enlèves Booker parce qu'il se blesse, ou tu enlèves Ayton, c'est plus la même équipe. Hein. C'est-à-dire que les Suns, c'est l'archétype d'une équipe qui n'a pas une marge par rapport à son effectif. Tu enlèves 1 ou 2 joueurs bien ciblés, l'équipe risque de performer nettement moins.
Et ce, malgré tout ce qu'on peut connaître. Tiens, revanche. Ici, revanche des Suns sur le Thunder. Oui, malgré tout ce qu'on peut connaître des qualités de Chris Paul, etc. Et de toute son aura positive et aussi de la bonne qualité de certains jeunes et de certains membres du roster. Donc, ça va un petit peu mieux tout de suite dès que DeAndre Ayton est revenu, puisque vous voyez tout de suite, on a redécollé, on a fait, mine de rien, 6 victoires, 2 défaites, 7 victoires, 2 défaites depuis son retour, donc c'est très intéressant. Et puis là, je voulais vous montrer une équipe dont je me suis un tout petit peu occupé, mais en scred, c'est les Spurs. Oh, je m'en suis pas beaucoup occupé, mais je les ai un tout petit peu chapeautés amoureusement pour essayer de leur assurer un avenir rigolo dans la partie. Qu'est-ce que j'ai fait au juste ? J'ai tradé pour avoir Christian Wood, mais je crois que ce que j'ai donné en échange avait de la valeur, donc c'était pas abusé. J'essaie toujours de faire les trades avec sportivité, on va dire. Ils ont eu par contre l'opportunité de drafter en 1, donc forcément avec Chet Holmgren, il y a de l'avenir, surtout que DeJounte Murray, Lonnie Walker, Devin Vassell et puis l'ami Keldon Johnson, bien sûr, sont en train de montrer de jolis signes de progression réguliers. Tiens, Booker est 5e à ce stade-là au niveau des votes pour le backcourt. Donc intéressant, normalement il doit y aller, 5e, ça passe, c'est ric-rac, mais ça passe. Allez, match donc intéressant, on a vu ici Holmgren qui prenait l'entre-deux, et on va essayer de se défaire de ces Spurs, de voir un petit peu si ils sont dangereux ou si on arrive grosso modo. Voilà, vous voyez là par exemple je fais shooter Cam Johnson au-dessus de Walker. Walker est trop petit par rapport à Cam Johnson, donc une fois qu'on a fait le mismatch, on est relativement pépère. Ici c'est pas normal de pas bloquer le rebond, surtout que Poeltl avait pris un shoot totalement casse-croûte. Il fallait sanctionner ça par une bonne défense. Vous voyez ici encore une fois du rebond qui est laissé. Donc là c'est le joueur humain qui est en cause, c'est moi. C'est moi qui suis totalement en cause parce que il y a des rebonds que je dois bloquer et je ne les ai pas bloqués. C'est absolument nul. Disons-le. Bon, pour le moment, c'est pas très impactant. Les Suns mènent comme ça ici face aux Spurs. Encore un rebond. Celui-là, peut-être que j'avais pas grand-chose à faire pour m'opposer puisque j'ai défendu. Et c'est comme ça qu'on se dirige vers une fin de match a priori tranquille. Mais, que se passe-t-il ? Ici, on a Lonnie Walker qui force un peu. On repart en contre-attaque. Non, ça va, ça circule pas mal. Ça circule bien. Il n'y a pas péril en la demeure. On est plutôt en bonne situation. Ce serait pas mal de sortir sur Christian Wood, par exemple, à 3 points. Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit... ça c'est un petit gars dont j'espère vous parler dans quelques temps. C'est Immanuel Quickley qui a été lâché par les Knicks et qui a signé aux Spurs dans cette partie. Donc pourquoi pas, il y avait du cap space dispo. Mais IRL, je n'envisage pas une seule seconde que les Knicks puissent ne pas conserver ce joueur qui est parti sous d'excellentes bases, sous le maillot des Knicks. Vous voyez ici, et ouais, les Spurs qui repassent devant. Honnêtement, c'était très, très maladroit de ma part. Comme quoi, à force de simuler des matchs et en jouer peu, on finit par le payer. Obligé d'aller charbonner ici avec Devin Booker pour aller provoquer la faute du rookie Holmgren. Booker va nous faire passer devant. Il reste une 27. On va me dire tout va bien. Tout va très très bien. Derrière, heureusement, Holmgren ratera un lancer. Donc on est à égalité. Il y a 1 minute. Et là, ça c'est ma débilité profonde à vouloir chercher autre chose que ce que je sais qui marche. Juste pour varier un petit peu la manière de jouer. Bah tiens, tu te fais intercepter, tu te prends 3 points dans le bec juste derrière. Évidemment, pénétration forcée dans la foulée, puisqu'on se met à moins bien jouer. Et Walker qui artille de loin. Bah Tam, tu t'es pris 2 fois 3 points sur la contre-attaque. Tu peux faire ce que tu veux. C'est mal barré. C'est mal barré malgré
un petit pressing à la toute fin qui va permettre de piquer la balle ici et d'essayer de revenir, hop là, à 2 points. 5 secondes. On va de nouveau essayer d'intercepter, mais je vais être obligé de faire faute en vérité. Et on se retrouve à -4 avec les 2 lancers de Walker. Le seul espoir serait limite de faire un 3+1 en fait. Donc pour ce qui est de 3, ça va être le cas. Mais pour ce qui est de la faute, elle n'aura pas lieu. Et 8 dixièmes, 8 dixièmes, t'as pas le temps de faire faute, plus déclencher une action. Donc laisse tomber. Donc je me le perds un peu tout seul, celui-là. Avec encore une fois un pourcentage à 3 points désastreux. Je pense qu'en fait à ce stade, je maîtrise les timings. Donc il faut arrêter avec ces pourcentages hideux là. C'est complètement catastrophique. Ça devient limite... gavant en vérité, hein, il faut le dire. Donc en fait c'était ma première impression. Bonne équipe les Spurs, hein, c'est vraiment sympa, je les trouve bons et solides et dangereux à jouer, donc j'étais assez content finalement de cette construction et qui t'a mis casser les dents évidemment. Ma première impression en prenant le jeu c'était ça, hein, c'était 3 points, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis en fait c'est la bonne en fait, hein. Il faut changer quelque chose. Donc, c'est très serré, vous voyez, avec 20 et 15 à ce stade-là, les Suns, ils sont limite en play-off. C'est très tendu. En vérité, il y a encore 2-3 équipes qui ont des bilans quasi similaires, juste derrière à l'ouest. Donc, ça va être la guerre pour aller en play-off. Et il va falloir vraiment s'accrocher. On pourrait vraiment se faire éjecter, en vérité. 28 points par match pour Booker. Si on compare à sa saison précédente, on est quand même un petit peu dans le même registre, avec une adresse quand même à 3 points encore un petit peu supérieure. Donc à noter, très très belle saison de Booker, il n'y a rien à redire pour notre franchise player. Ensuite, Cam Johnson, je trouve que c'est aussi un petit peu en progrès, et pourtant je pense à remettre Crowder, hein. En fait c'est pas... Enfin, on verra. J'y réfléchis vraiment. Crowder fait le job. Pas grand-chose à lui dire. Il est plus que correct. Surtout, il a un rôle défensif qui ne se voit pas dans les statistiques. On peut pas mesurer juste par les statistiques ni par les stats avancées l'apport d'un joueur. Au contraire, je veux dire, il faut prendre les choses dans leur globalité et voir l'impact sur les matchs. Et puis, il y a certaines statistiques qui ne disent pas du tout quel est l'impact du joueur. Suggs, il va mieux, hein, il va de mieux en mieux, hein. Donc faisons confiance, il n'a que 21 ans. Après, quel est le plafond? Je me le demande tout de même, pour être franc. Cam Reddish, à part un peu un problème d'adresse, il fait une belle saison. À 15 points par match, honnêtement, limite, ça postulerait, dans une équipe qui serait très bien classée, ça pourrait postuler au 6e homme de l'année. DeAndre Ayton à 20-15, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à prier pour qu'il soit tout le temps là et qu'il ne se blesse pas, parce que sinon il est irréprochable dans l'apport qui est le sien. Chris Paul, honnêtement, une petite baisse, mais elle est légitime vu la baisse de notes qu'il a subie, mais ça reste... Pour moi, ça reste très très bon. Il y a encore une fois pas grand chose à redire. Peut-être un petit peu plus de mal avec Bridges. Pourtant, j'adore ce joueur, mais ça m'énerve que sa production soit aussi frustrante que ça. Donc, à voir. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer sa production? Petit coup d'œil du côté des plus-minus pour voir que les choses sont quand même un peu régularisées. Vis-à-vis de Booker qui était négatif, là ça va, ça c'est un petit peu équilibré. Du côté du banc, le plus intéressant est de regarder que Reddish et Crowder ont un vrai impact. En fait, ils ont un plus-minus de joueurs titulaires NBA. Ce qui est plutôt encourageant. Donc, le problème ne vient pas de là. Si on regarde après les stats avancées pour essayer un petit peu de croiser toutes ces informations, le PER est exceptionnel pour Ayton, il est plus que très bon pour Booker. Après, on est au-dessus des 15 quand même pour Smith, Paul et Suggs. Puis après, évidemment,
pour les 4 autres, enfin, je vais inclure avec Baines, donc ça va faire 5, mais pour les 4 autres, on va dire globalement, ben, il est en dessous de 15. Déjà, PER en dessous de 15, tu te demandes. Bon, après, on sait que Crowder, Bridges ont un impact défensif qui ne se mesure pas par le PER, etc., etc., etc. Je trouve ça amusant, le score moyen en match. Là qu'on voit qu'en fait, ben, on a quand même très peu de gars qui sont au-dessus de la moyenne de ce calcul-là, qui est 10. On a en fait Ayton Booker et Paul qui dépasse un peu 10. Sinon, c'est quand même difficile. Donc voilà. Il y aura à serrer les dents. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pris mes stats à 20 et 17. Je vous montrerai un petit peu. On reprendra un petit peu après à 20 et 17, donc à 20 et 15, mais on va perdre 2 matchs dans la foulée cette saison. Donc je verrai si je vous le propose en 2 ou en 1 épisode global. Ça dépendra un petit peu de l'intérêt présenté par l'avancement de la partie pour ces 3 franchises que je propose. Et puis, il y a quelques petites choses qui commencent à se décanter pour moi. Il se pourrait bien que les gens qu'on voit à l'écran là soient prochainement à l'honneur sur cette chaîne. À bientôt.